L'été à Saint-Rémy-de-Provence ne ressemblait à aucun autre, et personne, surtout pas Jeanne, ne se doutait que cette saison bouleverserait sa vie à jamais. Jeanne avait 17 ans, une jeune fille au tempérament rêveur et à l'imagination débordante, bien connue dans son village pour ses boucles châtain clair qui tombaient en cascade sur ses épaules délicates. Elle vivait avec sa mère, Hélène, et le compagnon de cette dernière, Luc, dans une vieille bastide provençale nichée au cœur des Alpilles, non loin des champs de lavande et des oliviers centenaires. Luc n'était pas le père biologique de Jeanne, mais il avait fait partie de leur vie depuis presque 2 ans. Un homme grand, à la carrure imposante, avec des mains larges et rugueuses, habitué à manier la vigne et le bois. Son visage sévère contrastait avec la douceur que sa voix trahissait parfois, surtout quand il jouait de la guitare sous la tonnelle, à la tombée du jour. Il y avait dans cette maison une atmosphère chargée de secrets, comme si les pierres mêmes murmuraient des histoires oubliées. Ce jeudi d'août, le soleil tapait fort sur les collines, et le chant des cigales emplissait l'air chaud. Hélène était partie au marché de Saint-Rémy, comme à son habitude, pour vendre ses fameuses confitures de figues et ses nappes brodées à la main, tandis que Luc devait superviser la récolte des olives sur les terres en pente. Jeanne, elle, cherchait refuge dans sa chambre, un havre de fraîcheur aux murs en pierre blanche, avec une fenêtre donnant sur le jardin où les roses trémières s'épanouissaient dans le désordre. Assise sur son lit, drapée dans une chemise de lin blanc qui laissait deviner la douceur de sa peau sous la lumière tamisée, Jeanne laissait vagabonder ses pensées vers Julien, le jeune boulanger du village, avec son sourire timide et ses yeux couleur de miel. La brise légère qui s'infiltrait par la fenêtre caressait sa nuque, tandis que ses mains suivaient un rythme secret, dans une danse silencieuse entre désir et innocence. Soudain, un craquement sur le parquet du couloir la fit sursauter. Elle se couvrit instinctivement avec le drap, mais il était trop tard. La porte s'entr'ouvrit doucement et Luc apparut dans l'encadrement, immobile. Ses yeux sombres, profonds comme une nuit sans lune, la fixaient avec une intensité qui fit rougir les joues de Jeanne jusqu'aux oreilles. Elle se sentit minuscule, comme un colibri pris dans un filet invisible. Pardon, murmura-t-elle, la voix brisée, espérant que la terre l'avalerait. Luc ne répondit rien. Il referma la porte d'un coup sec et disparut. Jeanne pensa alors que cette scène embarrassante s'effacerait avec le temps, comme un mauvais rêve. Mais Luc, lui, n'oubliait jamais. Les jours suivants, elle sentit ses regards plus longs, ses gestes plus proches. Un frôlement involontaire du doigt en passant le sel à table, un souffle partagé, des présences silencieuses qui s'installaient dans l'air. Puis vint ce jour où, sortie de la douche, enveloppée dans une serviette turquoise, elle le trouva planté dans le couloir, près de la vieille commode en noyer où Hélène rangeait ses objets pieux. Son regard était un mélange d'accusation et de désir inavoué. Ses cheveux encore humides dégoulinaient sur ses épaules, laissant une traînée d'eau sur le carrelage. Le cœur battant à tout rompre, Jeanne se dirigea vers sa chambre, Luc la suivant de près. Elle tremblait d'attendre qu'il franchisse le seuil de sa chambre, mais il continua son chemin, comme un visiteur de passage. Elle respira, à la fois soulagée et déçue. Puis, un soir où sa mère était partie à Aix-en-Provence pour les préparatifs de la fête du village, Luc s'assit face à elle dans le salon. La lumière du couchant baignait les murs d'or et d'ambre. Jeanne lisait un recueil de poèmes de Paul Éluard, et l'odeur de l'encens de lavande que Hélène allumait toujours flottait dans l'air. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé, dit Luc d'une voix grave, presque un murmure. Son ton n'était ni accusateur ni colérique, mais chargé d'une invitation silencieuse. Il écarta une mèche de cheveux qui tombait devant le visage de Jeanne avec une tendresse inattendue. Avez-vous déjà ressenti ce désir interdit qui vous coupe le souffle? Le feu intérieur de Jeanne s'embrasa soudain. Ses mains tremblaient en tenant le livre, muette face à l'intensité de ce moment. Luc la conduisit vers son bureau, une pièce rare au fond de la bastide, où l'odeur du cèdre se mêlait à celle du vieux cuir et d'une eau de Cologne aux notes boisées, étrangement enivrante. Lorsque la porte se referma, elle sut que rien ne serait plus pareil. Tu n'as pas à avoir honte, murmura-t-il en s'approchant, sa silhouette imposante projetant une ombre protectrice. Mais il y a de meilleures manières de faire, ajouta-t-il dans un souffle avant de lui murmurer à l'oreille, je vais t'apprendre, ma poupée. Ces mots étaient doux, presque hypnotiques, chaque syllabe pesée et pleine d'intention. Ce qui devait être une simple leçon devint une découverte enflammée. Il lui parla de patience, de connexion avec son corps, de respiration, tandis que le regard se cherchait dans la pénombre orangée du crépuscule. Puis vint la pratique, une danse silencieuse de mains et de peau, de gestes mesurés et d'éveil des sens. Jeanne, vêtue d'un chemisier de lin finement brodé, dont la lumière tamisée laissait deviner la courbe de ses bras, absorbait chaque mouvement, chaque conseil. Cette journée-là, ils franchirent une frontière. Ce fut intense, sauvage, inoubliable. Quand Luc déposa un baiser brûlant à la base de sa nuque, ces derniers mots résonnèrent en elle comme un mantra. Plus lentement, savoure le chemin. Les jours suivants, leurs leçons clandestines s'intensifièrent, se multiplièrent.
La bibliothèque, avec ses étagères croulant sous les vieux livres, devint leur sanctuaire secret. La peur d'être surpris par Hélène ajoutait au charme du défendu, rendant chaque contact plus électrique. Une fois, alors que sa mère était partie chez une tante à Arles, Jeanne, vêtue d'une robe en coton brodée de fleurs sauvages, préparait une infusion de verveine dans la cuisine. Luc la rejoignit sans un mot, ses mains chaudes posées sur ses épaules nues. Il la guida vers la table où la lumière filtrait en rayons d'argent. Ce jour-là, la leçon portait sur la sensibilité de la peau, sur ces frissons que provoque un simple effleurement. Luc avait une fascination étrange pour les pieds, les qualifiant de « carte de l'âme ». Souvent, il lui demandait de masser les siens après une longue journée de travail, et ces moments devenaient un échange de tendresse silencieuse, un langage secret entre eux. Pourtant, un soir de pluie battante, alors que la maison dormait sous un rideau d'eau, la porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette apparut dans l'embrasure, Hélène. Son visage, pâle sous la lumière blafarde, était un mélange de douleur, de colère et de trahison. Le silence s'abattit, lourd et pesant, comme un couperet. Jeanne sentit son monde s'effondrer, et la distance entre elle et sa mère se creusait comme un gouffre sans fond. Luc disparut ce jour-là, emportant avec lui le dernier souffle de cette intimité défendue. Dans la froideur du matin, Jeanne tenta de briser le silence avec sa mère, mais ses mots heurtaient un mur invisible, une barrière infranchissable. La Bastide, autrefois pleine de vie, semblait maintenant un mausolée de secrets et de regrets. Un après-midi, alors qu'elle cueillait des olives sous un ciel menaçant, elle aperçut Luc dans l'ombre d'un olivier. Il ne vint pas vers elle, mais son regard profond disait tout. Malgré tout, il ne regrettait rien. Et elle non plus. Les jours s'égrenaient, rythmés par la distance et le poids du non-dit. Une nuit, alors que l'orage grondait, Jeanne trouva Luc dans le salon, enveloppé d'une couverture, la lumière lunaire dessinant les contours de son visage marqué par le temps. Sans un mot, il tendit la main. Elle s'assit à ses pieds, le cœur battant à l'unisson. Leurs mains se cherchaient, s'exploraient dans un échange silencieux, un pacte scellé dans l'obscurité. Mais le destin, cruel et moqueur, frappa encore. La porte de la chambre d'Hélène s'ouvrit lentement, brisant le charme. Le regard de Luc se figea, celui de Jeanne s'agrandit d'angoisse. Il savait. Elle aussi savait. Dans le gris naissant de l'aube, Hélène apparut, vêtue de sa robe de chambre ivoire que Jeanne avait brodée elle-même. Ses cheveux, habituellement ordonnés en chignon, tombaient en mèches désordonnées sur ses épaules. Son visage, marqué par la douleur, portait les stigmates d'une nuit sans sommeil. Elle serrait dans sa main un chapelet de nacre, cadeau de la grand-mère de Jeanne, ses doigts blanchis par la pression. Aucune colère, seulement une tristesse infinie, une résignation lourde. Sans un mot, elle tourna les talons et quitta la maison, laissant derrière elle un silence déchirant, un vide impossible à combler. Jeanne resta là, figée, consciente que rien ne serait plus jamais comme avant. La famille qu'elle connaissait s'était brisée, et avec elle, une partie d'elle-même. Le poids de la culpabilité l'écrasait, et la certitude d'un avenir incertain la tenaillait. Le mystère de ce qui allait suivre flottait dans l'air, aussi épais que la brume du matin. Dans l'ombre de cette tragédie, une question demeurait, serait-il capable de reconstruire ce qui avait été détruit, ou était-il condamné à vivre sous le joug d'un secret trop lourd à porter? Les jours qui suivirent le départ d'Hélène se déroulèrent dans une atmosphère lourde, presque irréelle, comme si la Bastide elle-même retenait son souffle, craignant de voir s'effondrer ce qui restait de la famille. Jeanne errait dans les pièces vides, ses pas résonnant sur le vieux parquet usé, chaque craquement un rappel cruel de l'absence maternelle. Le soleil provençal, habituellement si chaleureux, semblait cette fois se moquer de sa douleur, inondant la maison de ses rayons sans pouvoir réchauffer les cœurs glacés. Luc, quant à lui, avait disparu, emportant avec lui sa silhouette imposante, son parfum boisé et la promesse d'un secret partagé. Seuls ses vêtements soigneusement pliés sur une chaise dans l'atelier témoignaient encore de sa présence. Jeanne les regardait souvent, caressant du bout des doigts la toile rugueuse de sa chemise en lin, comme pour en extraire une dernière parcelle de lui. Et la jeune fille tenta de reprendre le cours de sa vie, mais chaque geste lui rappelait ce qui avait été perdu. Elle aidait aux vendanges, ses mains habiles cueillant les grappes noires, mais son esprit vagabondait, prisonnier d'un labyrinthe de souvenirs et de regrets. À chaque regard croisé avec les villageois, elle sentait leur jugement muet, leur chuchotement derrière des portes entr'ouvertes. Elle se sentait à la fois exposée et invisible, comme un personnage de vieille légende provençale, condamné à errer entre ombre et lumière. Un soir, alors que le vent chaud portait les effluves de thym et de romarin, Jeanne s'installa sur la terrasse, enveloppée dans une robe légère couleur lavande, dont la fine dentelle caressait délicatement ses bras nus. Ses sandales en cuir souple reposaient à ses pieds, et au creux de sa main brillait un bracelet en argent finement travaillé, souvenir d'un été passé. Elle fixait l'horizon, là où le ciel se mêlait à la terre, cherchant dans l'infini une réponse à ses tourments. Soudain,
une silhouette familière émergea de l'ombre des oliviers. C'était Luc, le visage marqué par les jours de solitude, mais les yeux toujours aussi sombres et pénétrants. Il s'approcha lentement, son pas silencieux sur les dalles chaudes. Jeanne sentit son cœur s'emballer, un mélange de peur et d'espoir dans un ballet contradictoire. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi », murmura-t-il en tendant la main. « Pardonne-moi de t'avoir laissé seul. » Elle hésita, puis saisit sa main, sentant la force contenue dans sa poigne. Ce simple contact fit naître en elle une chaleur nouvelle, une promesse muette. Les retrouvailles furent à la fois douces et tumultueuses. Luc expliqua qu'il avait dû partir pour régler des affaires familiales à Marseille, mais qu'il ne supportait plus l'idée de vivre loin d'elle. Leur complicité, bien que brisée, n'avait pas disparu. Elle était là, tapie sous les cendres, prête à s'enflammer de nouveau. Les jours suivants, ils se virent en secret, explorant chaque recoin de la Bastide, redécouvrant les gestes, les caresses, les mots non dits. Jeanne portait alors une blouse en mousseline ivoire, presque transparente sous la lumière tamisée, et ses cheveux relevés en un chignon désordonné laissaient échapper quelques mèches qui dansaient autour de son visage délicat. Luc, vêtu d'un simple t-shirt blanc et d'un pantalon de toile beige, contrastait avec cette fragilité apparente, incarnant la force brute et tendre à la fois. Pourtant, chaque instant partagé était empreint d'une tension palpable. Il savait que le retour d'Hélène pouvait survenir à tout moment, que leur secret risquait à nouveau de tout détruire. Cette peur aiguillonnait leur passion, transformant chaque baiser en une épreuve de courage, chaque regard en une confession silencieuse. Un après-midi, alors que Jeanne arrosait les pots de lavande sur la terrasse, elle trouva un petit carnet posé sur le rebord de la fenêtre. Il n'y était pas la veille. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit une écriture fine et nerveuse, des notes griffonnées à la hâte, des noms, des dates, des références obscures à des lieux inconnus, la chapelle Saint-Martin, le vieux moulin de Fontvieille, le trésor caché sous le figuier. Au fil des pages, un mystère se dessinait, une énigme que quelqu'un, peut-être Luc, avait tenté de résoudre. Intriguée, Jeanne sentit une nouvelle flamme s'allumer en elle. Cette énigme semblait être la clé d'un secret plus ancien, un lien entre les habitants du village et un passé enfoui sous les pierres et les oliviers centenaires. Elle savait que plonger dans cette quête pouvait bouleverser encore davantage sa vie, mais la curiosité l'emporta. Cette nuit-là, alors que la maison dormait sous un ciel étoilé, Jeanne serra contre elle le carnet, sentant le poids des mystères qui allaient bientôt troubler son été. Mais une ombre glissa silencieusement dans le jardin, une silhouette dont les intentions restaient voilées, un regard qui suivait chacun de ses mouvements, prêt à réveiller des secrets bien trop longtemps enfouis. Le souffle du vent porta un murmure à ses oreilles, un avertissement ou une promesse. Et dans le silence vibrant de la nuit, Jeanne sut que son histoire ne faisait que commencer. Les jours suivants, l'atmosphère à Saint-Rémy-de-Provence sembla se charger d'une énergie nouvelle, presque électrique. Jeanne ne pouvait plus penser qu'à ce carnet mystérieux, dont les pages jaunies recélaient des secrets enfouis, vestiges d'un passé oublié. Chaque mot, chaque indice la poussait à s'aventurer plus loin dans un labyrinthe d'énigmes où se mêlaient histoire locale et mystères personnels. Le vieux moulin de Fontvieille, la chapelle Saint-Martin, le figuier centenaire, autant de lieux qui semblaient appelés à dévoiler leurs secrets à la jeune fille, comme si le destin lui-même la guidait. Luc, de retour dans la Bastide, partageait désormais cette quête silencieuse avec Jeanne. Leur complicité retrouvée s'enrichissait d'une nouvelle dimension, celle de la découverte partagée, une aventure qui dépassait leur histoire intime pour s'inscrire dans une trame plus vaste. Les après-midi se succédaient, rythmés par des promenades dans la garrigue, des fouilles discrètes sous les branches du figuier, et des échanges d'hypothèses passionnées. Jeanne portait alors une robe d'été en coton léger, aux teintes pastel, qui dansait autour de ses genoux à chaque pas, tandis que Luc, plus décontracté, enfilait souvent un béret noir qui lui donnait un air faussement nonchalant. Pourtant, sous cette effervescence, le poids du passé continuait de peser lourdement sur eux. Le silence d'Hélène était une présence omniprésente, un fantôme qui hantait les couloirs de la Bastide. Jeanne surprenait parfois son regard dans le miroir, une ombre de douleur mêlée à une détermination silencieuse. La mère semblait résoudre à affronter ce qui avait été brisé, mais à sa manière, distante, presque inaccessible. Un soir, alors que le ciel s'embrasait aux couleurs d'un coucher de soleil flamboyant, Jeanne et Luc décidèrent de visiter la chapelle Saint-Martin, perchée sur une colline à quelques kilomètres du village. Le chemin sinueux serpentait entre les vignes, et chaque pas semblait les rapprocher d'un secret enfoui. La chapelle, modeste mais pleine de charme, dégageait une aura mystérieuse sous le ciel crépusculaire. Ses murs de pierre chaude étaient couverts de lierre, et une lourde porte en bois massif invitait à la prudence et à la révérence. À l'intérieur, l'air était frais, chargé des senteurs d'encens et de cire fondue. Sur l'autel, une ancienne boîte en fer forgé retenait leur attention. Luc, avec précaution, souleva le couvercle pour révéler un petit parchemin jauni.
Les inscriptions, délicates et finement calligraphiées, parlaient d'un trésor caché, d'une promesse faite à une famille noble dont les descendants vivaient peut-être encore dans le village. Jeanne sentit un frisson parcourir son échine, mêlant excitation et appréhension. On dirait que ce n'est pas seulement une histoire de pierre et de vieilles pierres, murmura-t-elle, les yeux brillants d'un éclat nouveau. Luc acquiesça, le regard sombre et sérieux. Ce secret, s'il est vrai, pourrait changer tout ce que l'on croit savoir sur notre village, et peut-être sur nous-mêmes. Sur le chemin du retour, la nuit tombée enveloppait la campagne d'un voile d'obscurité et de mystère. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, témoins silencieux d'une aventure qui ne faisait que commencer. Jeanne, frissonnante dans son châle léger, se laissa entraîner par une sensation étrange, mélange de peur et de désir, comme si chaque pas la rapprochait d'un abîme dont elle ne pouvait s'échapper. De retour à la Bastide, ils découvrirent que quelqu'un avait laissé un message sur la porte d'entrée, un simple dessin, une fleur de lys stylisée, accompagnée des mots « Ne creusez pas trop ». L'avertissement, à la fois menaçant et énigmatique, fit monter la tension d'un cran. Jeanne sentit son cœur battre plus fort, consciente que leur secret n'était plus leur seul fardeau. Cette nuit-là, alors que la maison dormait sous un ciel chargé de nuages, une silhouette furtive glissa dans le jardin. Un regard furtif, une ombre qui observait. Jeanne, éveillée par un pressentiment, regarda par la fenêtre et aperçut la silhouette se fondre dans la nuit. Un frisson d'angoisse et d'excitation parcourut son corps. Le mystère s'épaississait. Qui cherchait à les arrêter? Était-ce un ancien habitant du village, un membre de la famille noble mentionné dans le parchemin, ou une menace plus proche, plus intime? Jeanne n'en savait rien, mais une certitude grandissait en elle, cette quête allait la mener au-delà des limites de ce qu'elle avait jamais imaginé. Dans le silence vibrant de la nuit provençale, une voix intérieure lui soufflait que cette histoire n'était pas seulement un jeu de pistes, mais un chemin vers une vérité plus profonde, peut-être douloureuse, mais essentielle. Et au fond de son cœur, une question restait suspendue, aussi brûlante que la terre sous ses pieds. Jusqu'où était-elle prête à aller pour découvrir ce qui se cachait derrière les secrets de Saint-Rémy? Alors que l'aube pointait à peine, une dernière image s'imposa à elle, gravée dans la mémoire, le regard intense de Luc, chargé de promesses et de mystères, et la silhouette d'Hélène, quelque part dans l'ombre, prête à faire face à ce que personne n'avait osé affronter jusqu'à présent. Le rideau se levait sur un acte nouveau, plus sombre, plus impitoyable. Et Jeanne, au seuil de cette aventure, savait que rien ne serait plus jamais comme avant. L'été avançait, et la chaleur provençale enveloppait Saint-Rémy d'une langueur presque hypnotique. Pourtant, sous cette apparente douceur, la tension grandissait, palpable comme l'odeur des herbes sèches mêlées au parfum entêtant des pins. Jeanne et Luc se retrouvaient chaque jour pour déchiffrer les indices du carnet, leur complicité devenant un refuge face à l'incertitude qui les entourait. Ce matin-là, Jeanne avait revêtu une robe en dentelle crème, légère et fluide, qui épousait ses formes avec une délicatesse presque sensuelle. Ses pieds glissaient dans des sandales en cuir souple, et un collier en perles d'eau douce soulignait la finesse de son cou. Ses cheveux, relevés en un chignon flou, laissaient échapper quelques mèches qui caressaient sa peau hâlée par le soleil. Elle avait ce mélange subtil d'innocence et de maturité qui captivait Luc à chaque regard. Ils décidèrent d'explorer le vieux moulin mentionné dans le carnet, situé à quelques kilomètres du village, au bord de la rivière qui serpentait entre les collines. Le sentier était bordé de lavandes sauvages, et le bourdonnement des abeilles accompagnait leur marche. Luc, vêtu d'une chemise en lin bleu ciel et d'un pantalon beige, marchait avec assurance, tandis que Jeanne suivait, un brin d'excitation dans les yeux. Le moulin, vestige d'une époque révolue, se dressait fièrement au bord de l'eau, ses murs de pierre couverts de mousse et de lierre. La porte en bois, à moitié défoncée, grinça sinistrement lorsqu'ils l'ouvrirent. À l'intérieur, l'air était frais et humide, chargé d'une odeur de terre et de bois ancien. À au milieu de la pièce principale, une trappe en bois attira leur attention. Luc la souleva avec effort, révélant un escalier en colimaçon qui descendait dans l'obscurité. Une bouffée d'air frais s'échappa, mêlée à une odeur de poussière et de mystère. Jeanne sentit son cœur s'accélérer, un mélange d'appréhension et d'excitation. Ils descendirent prudemment, leurs pieds résonnant sur les marches usées. Au bas de l'escalier, une petite cave voûtée s'ouvrait devant eux. Sur une table en pierre, reposait un coffret en bois sculpté, orné d'un lys doré, identique à celui dessiné sur la porte de la Bastide. Luc ouvrit lentement le coffret, révélant des documents anciens, des lettres jaunies et un médaillon en or finement ciselé. Jeanne prit délicatement le médaillon entre ses doigts. Sur la face, un motif de colibri s'entrelaçait avec des arabesques délicates. Un frisson parcourut son échine. Ce colibri, murmura-t-elle. Il me semble familier. Luc hocha la tête, les sourcils froncés. C'est peut-être un symbole lié à la famille dont parle le carnet. Il faudra chercher plus loin. Soudain, un bruit sourd retentit à l'étage, suivi d'un craquement net.
Jeanne et Luc échangèrent un regard inquiet. Quelqu'un était dans le moulin avec eux. Ils se levèrent précipitamment, remontèrent l'escalier, à la sortie, ne trouvèrent personne. Pourtant, sur le sol, une empreinte fraîche trahissait la présence d'un intrus. Luc fronça les sourcils. Quelqu'un essaie de nous empêcher d'aller plus loin. Jeanne sentit une pointe d'adrénaline mêlée à la peur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on dérange? Luc ne répondit pas tout de suite, ses yeux scrutant l'horizon. Puis il murmura, parfois, les secrets sont mieux gardés que les trésors. Sur le chemin du retour, le silence s'installa, lourd et vibrant. Jeanne sentait chaque pas comme un écho de leur aventure, chaque souffle comme une promesse d'autres révélations. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, vêtue d'une nuisette en soie ivoire qui caressait sa peau, elle repensa au médaillon, à son poids entre ses doigts, à l'histoire qu'il portait. Elle s'allongea sur son lit, les draps frais emprisonnant la chaleur de son corps, et ferma les yeux, laissant son imagination s'envoler. Mais le sommeil était fuyant. Un sentiment d'urgence et de menace s'insinuait dans ses rêves, mêlant ombre et lumière, souvenir et présage. Un murmure récurrent revenait, un seul mot, vérité. Le lendemain, Luc arriva avec une nouvelle. Hélène avait quitté le village sans prévenir, emportant avec elle des documents importants et disparaissant dans la chaleur étouffante de l'été. Leur secret s'épaississait encore, et le poids du silence devenait insupportable. Jeanne comprit alors que cette quête ne concernait pas seulement des mystères anciens, mais touchait au cœur même de leur famille, de leur histoire. Et que le danger, palpable, rôdait toujours, prêt à frapper au moment le plus inattendu. Dans le crépuscule qui tombait sur la Bastide, un dernier éclair traversa le ciel, comme un avertissement. L'été, avec ses promesses brûlantes, n'était pas encore prêt à révéler tous ses secrets. L'été s'étiolait lentement, laissant place à des journées plus douces où la lumière dorée du soleil caressait les collines de Saint-Rémy avec une tendresse presque mélancolique. Jeanne sentait en elle une agitation nouvelle, une urgence sourde qui la poussait à avancer malgré les obstacles. Chaque instant passé sans réponse était une blessure, chaque silence une énigme lancinante. Ce matin-là, la Bastide baignait dans un calme précaire. Jeanne, vêtue d'une robe en lin bleu pâle qui soulignait la courbe délicate de ses épaules, s'apprêtait à rejoindre Luc au village. Ses pieds nus effleuraient le carrelage frais, et autour de son cou, un pendentif en forme de colibri brillait doucement sous la lumière. Ses cheveux étaient relevés en une tresse floue, laissant échapper quelques mèches rebelles qui encadraient son visage aux pommettes légèrement rosées. Luc l'attendait sur la place du marché, vêtu d'une chemise blanche légèrement ouverte au col et d'un pantalon de toile sombre. Son regard, habituellement calme, était chargé d'une intensité nouvelle, comme s'il portait le poids de 1000 secrets. Il lui tendit une enveloppe cachetée qu'il venait de recevoir, un pli scellé avec une cire rouge portant le même lys doré qu'ils avaient découvert au moulin. C'est arrivé ce matin, dit-il en ouvrant précautionneusement l'enveloppe. Une invitation, ou plutôt un défi. À l'intérieur, une lettre manuscrite, écrite avec une plume élégante, invitait Jeanne et Luc à se rendre à la chapelle Saint-Martin à minuit, sous peine de voir leur recherche compromise. Le ton était à la fois poli et menaçant, un mélange subtil qui trahissait la détermination de l'auteur. Jeanne sentit une bouffée d'adrénaline mêlée à une peur glaciale. Pourtant, elle ne pouvait reculer. Ce mystère, cette quête, était devenue une partie d'elle-même, un feu qu'elle ne pouvait éteindre. Cette nuit-là, vêtue d'un chemisier de soie ivoire qui glissait sur sa peau comme une caresse, et d'une jupe longue au ton d'ardoise, Jeanne se glissa hors de la Bastide. La fraîcheur nocturne contrastait avec la chaleur accablante du jour, et le parfum des pins et de la lavande emplissait l'air. Son cœur battait à tout rompre, chaque pas résonnant dans le silence profond. Luc l'attendait déjà près de la chapelle, son visage à moitié éclairé par la lueur vacillante d'une lanterne. Ils entrèrent ensemble dans le lieu sacré, où les ombres dansaient au rythme des flammes des bougies. L'atmosphère était chargée de mystère, chaque pierre semblait vibrer d'une énergie ancienne. À du centre de la chapelle, un homme se tenait debout, silhouette élancée vêtu d'un manteau sombre. Son visage était dissimulé sous une capuche, mais ses yeux brillaient d'un éclat perçant. Vous cherchez la vérité, dit-il d'une voix grave. Mais êtes-vous prêt à en payer le prix? Jeanne et Luc échangèrent un regard, un mélange de défi et de détermination. Le mystère, jusque-là entouré de secrets et d'ombres, allait bientôt révéler son visage. Et avec lui, peut-être, la clé de leur propre destinée. Alors que la lune disparaissait derrière les collines, un frisson parcourut Jeanne. Dans cette épreuve, elle comprit que leur histoire n'était pas seulement celle d'un secret caché, mais d'un choix, d'un combat contre l'inévitable. Le rideau tombait sur une nuit où passé, présent et futur s'entremêlaient, tissant la toile d'un mystère plus profond encore. Jeanne, au bord du précipice, savait que ce qui allait suivre changerait à jamais le cours de sa vie.